Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous venez nous dire que l'ambiguïté est l'ennemi de l'épargnant, de l'investisseur et également de l'économie. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que c'est que cette ambiguïté? Oui, alors il faut donner une définition précise, hein. C'est quelque chose qui a un sens tout à fait précis. Donc en théorie, ça vient de la théorie ou de la pratique d'ailleurs, de la finance comportementale. On s'aperçoit que les épargnants ou les investisseurs ne traitent pas du tout de la même manière un risque qu'on peut appeler connu et un risque inconnu. Un risque connu, c'est ce qu'on fait d'habitude en finance. Alors on dit, voilà, on va acheter une action, donc il y a un risque, mais on connaît, on sait quantifier ce risque. En termes techniques, on connaît la distribution de probabilité des cours boursiers ou du rendement d'une action. Donc on sait qu'avec une probabilité de X%, on va gagner 3%, de Y%, on va gagner 5%, et de Z%, on va perdre 5%. Donc il y a un risque, mais on en connaît les paramètres. Il est probabilisé. Il est probabilisé, on connaît les caractéristiques probabilistiques et probabilistes du risque. Le risque inconnu, on sait que c'est risqué, mais on ne sait pas quantifier ce risque. On sait qu'on peut perdre beaucoup ou gagner beaucoup, mais on ne connaît pas les probabilités, on ne sait pas combien. Et donc on manque d'informations sur la distribution de probabilité du risque. Et on s'aperçoit dans toutes les enquêtes et toutes les expérimentations de finance comportementale que les individus traitent de façon extrêmement différente un risque connu et un risque inconnu, et qu'ils ont une immense aversion en fait pour le risque inconnu. Donc ils sont tout à fait d'accord pour abandonner une espérance de rendement pour rebasculer sur des actifs financiers où ils pensent qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent le risque. Ça veut dire que par exemple, ils ont un biais national? Oui, alors ça explique pas mal d'anomalies de la finance. La finance habituelle, c'est ce qu'on appelle la frontière efficiente. C'est-à-dire qu'on va faire un portefeuille d'actifs qui dépendent de leurs caractéristiques simplement dans deux dimensions, qui sont le risque et le rendement. Mais ça veut dire qu'on connaît la distribution de probabilités. On sait dire une action, c'est tant de risque et tant de rendement, une obligation, c'est tant de risque et tant de rendement, etc. Et puis on compare ça à un actif sans risque, par exemple un dépôt dans une banque. Dans cette finance-là, on introduit cette troisième dimension, qui est la quantité d'informations disponibles sur la nature et l'étendue du risque. Et alors ça explique tout ce que n'explique pas la finance traditionnelle, c'est-à-dire la frontière efficiente. Alors vous donniez les bons exemples. Le premier, c'est le biais national. Pourquoi est-ce que les Français ont 70 à 80% de leur richesse investie en actifs français ? C'est une sous-diversification massive, quoi. Il faudrait se diversifier, en particulier dans les pays émergents où il y a plus de croissance, aux États-Unis. Or, ils ne le font pas parce qu'ils ont le sentiment qu'ils connaissent mieux le risque si j'achète une action du CAC que si j'achète une action du S&P ou pire de l'indice de Shanghai, quoi. Le deuxième biais que ça explique, c'est le fait qu'il n'y a que 7% des Français qui détiennent des actions et 93% qui n'en ont pas. Avec une approche normale, vous n'arrivez pas à expliquer ça. Risque-rendement, vous avez plus ou moins d'actions sur augmentation risque, mais vous n'en avez jamais pas, quoi, parce que les actions, ça rapporte plus que la monnaie. Et là, il y a 93% des gens qui n'ont pas d'actions. C'est quoi ? On le voit bien dans les enquêtes, ils le disent quand on leur demande. Non, on ne sait pas quel est le risque qu'on prend en achetant une action. C'est un peu la peur du risque de ruine, si vous voulez. Et puis, troisième exemple, c'est les actions de son entreprise. En moyenne, les Français détiennent pour les sociétés du CAC 40, détiennent à peu près 5% du capital. Ça monte jusqu'à 20% dans certaines boîtes où il y a des histoires, ça vient de l'histoire de l'actionnariat. Et même 5% des actions détenues par les salariés d'entreprise, c'est énorme. C'est une sous-diversification massive. Simplement, comme salarié de cette entreprise, je pense que je maîtrise bien le risque lié à cette entreprise et beaucoup moins bien celui des autres. Donc j'accepte cette espèce d'énorme surexposition aux actions de mon entreprise. Alors on va reprendre ces différents points. Je n'aimerais pas qu'on laisse à croire que c'est une spécificité française. Non, c'est mondial, absolument totalement partout. mondial. Oui. Et alors on va revenir notamment sur ce biais national. Il y a eu une étude au début des années 90 réalisée par French et Potterba. Potterba. Exactement. Vous avez raison de me reprendre, j'écorche. Bon, ils ont réussi à démontrer, ils ont constaté plutôt que les investisseurs britanniques détenaient à cette époque-là, donc en 1990, 82% d'actions domestiques, des actions britanniques. Les Américains, 93,8% et les Japonais, 98,1%. Et il faut ramener ça, c'est ça qu'il faut peut-être avoir en tête, à la capitalisation boursière que ces zones représentent.
le Royaume-Uni, c'était 13,8% à l'époque de la capitalisation mondiale. Donc on voit bien que là, en matière de diversification, on n'y est pas du tout. Les Américains, bon, premier marché, certes, mais ce n'était que 47,8% à l'époque de la capi mondiale et le Japon, 26,5%. Donc on a en effet une surpondération nationale qui est constatable. Et puis, on a un autre biais qu'on n'a pas cité, mais c'est le biais de familiarité, c'est-à-dire, c'est un biais connexe, c'est-à-dire qu'on va, en plus, lorsqu'on va investir dans des actions étrangères, on va investir dans les actions dont on a entendu parler. Ce qui explique que les gérants, mais aussi les particuliers, investissent majoritairement dans des multinationales dont ils connaissent le nom, ne serait-ce parce qu'ils voient les publicités. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été réalisée par encore certains de vos confrères, qui montre que plus une société fait de publicité, plus elle a d'actionnaires individuels. Donc on voit bien qu'on se tourne systématiquement vers ce qui nous est familier et le plus proche. Oui, mais c'est vraiment la théorie de l'ambiguïté, c'est-à-dire tous ces exemples rentrent dans ce cadre conceptuel qu'on peut d'ailleurs essayer de quantifier, c'est-à-dire il faut quantifier l'incertitude sur l'incertitude. Par exemple, oui, ça peut prendre une forme. Je prends l'écart type du rendement d'une action, mais quel est l'écart type de l'écart type ? C'est-à-dire dans quelle mesure je connais le risque. Et donc on arrive à modéliser, si vous voulez, en prenant en compte cette dimension supplémentaire qui est le degré d'incertitude sur l'incertitude elle-même. Et c'est extrêmement pertinent. Et à nouveau, on explique les phénomènes que vous citiez et plein d'autres en introduisant cette dimension supplémentaire. Alors, ça tire aussi une idée. Vous le disiez dans votre introduction, toutes ces conséquences de l'ambiguïté sont extrêmement dommageables. On nous dit en ce moment, il faut augmenter les fonds propres des entreprises, donc il va falloir attirer les Français et d'autres sur les actions ou sur le private equity. On devrait, dans un monde vieillissant, essayer d'optimiser le rendement de l'épargne et donc de la diversifier mieux. Il faut diversifier les risques. On est dans un monde où on va changer d'entreprise plusieurs fois dans notre vie. Enfin, on voit bien qu'on diversifie très mal son risque si on investit massivement dans les actions de son employeur, quoi. Et donc, on a vraiment envie que ceci se corrige. Mais comment ça ? Il faut réduire l'ambiguïté. Et c'est là qu'on touche la question de la culture financière, sur laquelle il y a aussi une grosse littérature de recherche, avec plein d'enquêtes qui sont faites par les AMF ou les autres SEC, sur quel est le degré de culture financière, qu'est-ce qui n'est pas bon dans la culture financière. Si vous voulez réduire l'ambiguïté, il faut améliorer la culture financière. Pourquoi est-ce que les Français ne veulent pas avoir d'actions ? Parce qu'ils ne connaissent pas bien le risque qu'ils prennent, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas que quelqu'un qui a investi il y a 30 ans, il y a 40 ans en actions, s'est beaucoup enrichi, c'est une donnée qu'ils n'ont pas. Donc il faut améliorer la culture financière des personnes pour réussir à réduire ce degré d'ambiguïté. Je reviens brièvement à l'épargne d'entreprise, parce que vous avez dit que finalement on a une surpondération des actions des entreprises qui emploient les gens dans leur portefeuille. Ce n'est pas l'épargne d'entreprise directement, c'est plutôt les actions gratuites ou les distributions d'actions au salarié, parce que l'épargne d'entreprise, elle est diversifiée. Mais l'un des biais, c'est ce qu'on appelle le biais de l'employeur. On estime qu'il y a moins de risques parce qu'on connaît l'entreprise dans laquelle on investit, puisque c'est la sienne. Oui. Or, vous avez produit un tableau avec la pondération justement du capital de grandes entreprises, des entreprises du CAC 40 détenues par les personnels. Bon, je prends juste la première, c'est Bouygues, 19%. Alors ça s'explique historiquement, c'est hors norme. Mais si on met en parallèle la performance de Bouygues et le CAC 40 sur une certaine période, disons 5 ou 10 ans, on voit bien qu'il n'y a pas de surperformance de Bouygues. Au contraire, il y a une sous-performance. Ce qui prouve bien, encore une fois, qu'on n'agit pas forcément avec discernement en pensant investir dans ce qu'on connaît le mieux. Non, mais à nouveau, c'est la question d'ambiguïté. Ça coûte du rendement, mais on l'assume. J'assume d'habitude, on perd du rendement pour prendre moins de risques. Mais là, je perds du rendement pour prendre moins d'incertitude sur le risque que je prends. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une perte de rendement assumée ? Est-ce que ce n'est pas justement l'expression d'un simple biais ? Mais on accepte une perte de rendement puisqu'on est sous-diversifié. Oui, mais on n'en a pas forcément Mais conscience. le risque a un prix. Non, mais le risque...
de fait, le risque a un prix. D'habitude, on considère que quand on réduit son risque, on perd du rendement. C'est la frontière efficiente. Ben là, il y a une deuxième forme de frontière efficiente, qui est quand je réduis l'incertitude sur le risque, je perds aussi du rendement. On est en 3 dimensions, en fait, et pas en 2 dimensions. Alors, ça pose quand même un gros problème, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion dans le monde de l'entreprise sur les moyens d'associer mieux les salariés à l'enrichissement patrimonial de l'entreprise. On voit bien qu'on va rentrer, après cette crise, dans une situation où les salaires vont assez peu augmenter, et où peut-être les actions vont beaucoup augmenter, avec la liquidité, les taux d'intérêt bas, la reprise économique quand elle sera là. Et donc on se demande comment on va pouvoir associer les salariés à la performance de l'entreprise sans passer par des hausses de salaire. Et la façon naturelle, c'est de donner des actions gratuites aux salariés. Simplement, quand vous donnez des actions gratuites aux salariés, vous accentuez cette sous-diversification des portefeuilles des salariés. Donc c'est assez compliqué à traiter. Alors peut-être, après, il faut donner des espèces de garanties en capital ou des semi-garanties en capital. Mais vous voyez, il va y avoir une contradiction clairement entre la volonté de développer l'actionnariat salarié, les distributions d'actions gratuites, etc., pour que les salariés participent à l'enrichissement patrimonial de l'entreprise, et le fait que ça va accentuer le fait que leurs portefeuilles financiers seront de moins en moins bien diversifiés. J'aimerais revenir à quelque chose à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est finalement l'incidence de l'ambiguïté sur l'économie. J'aimerais que vous développiez un petit peu, parce qu'on est dans un contexte particulièrement incertain et donc ambigu. On voit bien que tout ce qui accroît l'incertitude non mesurable va accroître ce problème d'ambiguïté. Et donc, ce qu'on risque de voir, regardez ce qu'on a vu, par exemple, on voit de la macroéconomie aussi, c'est pas que de la microéconomie. Depuis le début de la crise de la Covid, on n'investit plus dans les pays émergents. Parce que du coup, cette question d'ambiguïté devient très importante et on pense qu'on comprend mieux son marché national au marché des émergents. Et au contraire, il y a même eu de très grosses sorties de capitaux depuis les pays émergents. Et ça, c'est très mauvais pour la macroéconomie mondiale, puisqu'il faudrait allouer le capital aux émergents et pas aux pays les plus riches. Donc vous voyez, il y a des effets macroéconomiques. C'est pas simplement le fait que chaque individu a un portefeuille qui n'est pas très bien constitué, quoi. C'est que il y a des effets macro. Et donc, et celui-là est très très important. Donc, c'est quelque chose il faut vivre avec, quoi. On sait que dans les périodes d'incertitude, c'est non seulement une montée du risque dans ces mesures traditionnelles, mais une montée du repli vers les risques qu'on a l'impression qu'on maîtrise mieux. Mais ça veut dire également que pour un décideur politique, il est nécessaire de prendre en compte l'incertitude qu'il génère par ses décisions au plan économique. Oui, c'est pour ça. Oui, tout à fait. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faudrait que les hommes politiques et les parlements comprennent qu'il ne faut pas générer de volatilité excessive ou inutile, parce que ça, non seulement ça accroît le vrai risque, mais ça accroît le sentiment d'incertitude. Et donc l'ambiguïté, donc le repli sur des actifs extrêmement peu risqués, donc une difficulté à financer convenablement l'économie. Bon, on voit bien que l'ambiguïté est donc un problème dont il faut avoir conscience lorsqu'on investit et lorsqu'on dirige aussi un pays. Patrick, merci. Merci Vincent.